Merci beaucoup Alfredo pour cet exposé brillant, très intéressant, passionnant. Est-ce que quelqu'un, on a le temps pour une question? Est-ce que quelqu'un a une question? Oui. Merci pour votre exposé. Je retiens comme remarque, c'est qu'en fait, stimulation, freination, il faudrait parler plutôt de modulation. C'est ça. On est de plus en plus dans un système de modulation, c'est comme une centrale de chauffage. Selon la température extérieure, elle s'adapte en plus ou en moins. Puis il y a quelque chose, moi, qui m'a, j'ai appris énormément par votre façon, cet engagement social. D'ailleurs, ça m'a fait réfléchir, tout ce confinement, c'est une hérésie dans l'engagement social. Donc, ce confinement obligatoire, c'était pas du tout à l'ensemble. Une belle connerie. Tout à fait. Mais surtout, il y a des nerfs vagues, il y a certains aspects, selon la localisation du nerf vague, il est parfois myélinisé et parfois démyélinisé. Non myélinisé. Ou non myélinisé, ouais. Pardon. Donc, ça veut dire que dans des pathologies auto-immunes qui démyélinisent, il faut en tenir compte. Oui. Ça fait partie de la sémiologie fine. Merci en tout cas. Merci pour la question. Alfredo, tu as quelque chose à dire à ce sujet? Moi, je suis dans un engagement social complet. Non, j'ai rien d'autre à ajouter. Ah, d'accord. Merci beaucoup. C'était une excellente Merci. préparation aussi à ce que j'ai à dire, et puis surtout aussi un excellent résumé en fait de tout ça. Les Japonais, j'ai fait la recherche neurologique au Japon. Les Japonais disent que le site du danger, c'est le reptilian brain. Et puis vous avez parlé du cortex. Et j'ai travaillé les deux. D'accord. En fait, il y a le cortex. Il y a toutes les informations des organes au sens large du terme. Ça veut dire que quand un organe est en danger, voilà, il va y avoir une information qui va automatiquement arriver, suivre. Ce qui était très intéressant, en fait, j'ai travaillé avec deux professeurs qui sont des neurologues, et puis surtout le premier, il s'intéressait à la jeunesse et à savoir comment les dangers vécus, donc on revient à l'épigénétique, dans la jeunesse, en fait, forment le reptilian brain, et puis que ça a une influence très importante. Dans l'épigénétique, bon, je voulais pas trop m'étaler, mais ce qui est intéressant dans l'épigénétique, c'est qu'on voit que l'information, elle est pas uniquement génétique. En fait, c'est une information, c'est comme s'il y avait une mémoire, on va dire, qui est transmise, d'accord? Et à partir de là, on peut comprendre aussi pourquoi certains patients ont tout à coup, alors c'est des hypothèses, hein, on va être, ont des fois des parcours au niveau psychique, des fois assez étonnants. Alors, exemple typique, par exemple, une génération a vécu une période de guerre. Étonnamment, la génération suivante qui ne l'a pas vécu, tout à coup, on découvre qu'ils ont plus de problèmes au niveau psychique. Ben, ce n'est pas un hasard. Hein. Il y a vraiment des liens directs face à ça. Quoi. Oui. Non, il n'y a pas d'autres nerfs crâniens. Oui, hein, les autres, mais enfin, oui, il doit y avoir des explications. Je me disais aussi qu'il y a beaucoup d'applicabilité dans les... Enfin, moi, je travaille avec des enfants et adolescents et je vois des terribles manifestations de troubles d'attachement et beaucoup d'insécurité parce que le corps a été mal traité ou mal soutenu. Et ce qui m'étonne, c'est que pendant les études enfin, si on fait la spécialisation de pédopsychiatrie ou de psy adulte, il me semble qu'on ne nous parle pas suffisamment du corps. Ouais, c'est comme si c'était notre ennemi principal et qu'il faut l'éviter à tout prix. On nous parle que de ça, en fait. Ça s'arrête là. Le reste, ça n'existe pas. Quoi. Et je pense que c'est beaucoup plus complexe que... Oui. Enfin, voilà. Et il faudrait intégrer ce genre de réflexion plus souvent dans la formation parce qu'on le découvre en faisant... Enfin, sur le tas, quoi. Mais... Je suis d'accord avec vous. Parfois, c'est compliqué d'imaginer des choses si tu as été formaté d'une certaine manière et puis tu ne sais pas trop... Ben, vous voyez l'exemple typique dans la psychothérapie, quand on fait des approches, le patient, il est statique. Il est assis, il ne bouge pas. Et en fait, on sait pertinemment qu'il y a des gens, quand on les met en position statique,
il n'y a rien qui va sortir. Dès qu'on les met en mouvement, on les fait marcher, automatiquement, et là, ça suit. Donc, je veux dire, les neurosciences sont assez claires. Le cervelet, il joue un rôle. Donc, c'est clair qu'il faut intégrer ça. Mais malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Ça prendra du temps, je pense. Concernant l'importance de l'expression faciale et tout ce qui en découle, j'avais vu une étude qui disait que pendant la période du Covid, où le télétravail était quand même extrêmement répandu, une partie de la fatigabilité, quand il s'agissait notamment de dialogue avec des vis-à-vis pour des thérapeutes, mais pas seulement, qu'une partie de la fatigabilité était due à la perte d'information de l'expression faciale de son vis-à-vis, qui ne pouvait pas se traduire par les moyens technologiques parce que l'image n'était pas assez fine, etc. Et qu'au fond, toute une partie du signal de l'expression faciale nous échappait. Et en fait, les gens, à leur insu, finalement, ils se concentraient sur quelque chose qu'ils ne pouvaient pas voir, d'où une certaine fatigabilité qui correspond à ce que tu disais tout à l'heure. Exactement, ouais.